Bien, bah écoutez, je vous propose peut-être de démarrer par la CIMAD, que vous puissiez sur voilà, 5-10 minutes nous présenter un petit peu l'association et vos activités sur Amiens. Oui, bonjour à tous. Euh, Moi, j'ai créé le groupe CIMAD à Amiens il y a une bonne quinzaine d'années avec, à l'époque, Christine Foucault qui venait de prendre sa retraite et qui avait passé toute sa carrière professionnelle comme assistante sociale au SSAE dont on vous a parlé. Et c'est à ce moment-là, donc je pense que c'était dans les années 2007 à peu près, que ce service n'a plus existé, donc le service social auprès des étrangers. Il y avait aussi à l'époque Chantal Delgove qui a œuvré pour que nous mettions en place cette antenne CIMAD à Amiens. Chantal Delgove représentait l'Église catholique et la pastorale des migrants en particulier aussi en tant que travailleur social. Bonjour, donc moi je suis Dominique Soal, je suis bénévole à la CIMAD. J'ai pas l'habitude de parler dans des micros depuis environ 10 ans et c'est particulier pour moi d'intervenir auprès de vous aujourd'hui parce que j'ai fait partie des premières promos. À l'époque on appelait ça l'IRF et ça fait 50 ans que j'ai été diplômée ici. Bon, bah, depuis quelques années, nous sommes installés au pôle citoyenneté de la mairie d'Amiens, donc sous couvert d'une adjointe qui est chargée de la citoyenneté et qui s'appelle Nejma Ben Mokhtar. Donc, nos permanences ont lieu tous les mardis après-midi dans les locaux de la mairie qui sont en fait, vous connaissez peut-être le cloître de Wailly. Autrefois, c'était un lieu pour des universitaires, je crois la fac de pharmacie, et maintenant, c'est un lieu ouvert à nombre d'associations. Et on dispose là-bas de deux bureaux, d'un couloir qui sert de salle d'attente pour les personnes à qui on a donné rendez-vous. Et puis, on dispose aussi d'une grande salle où on peut mettre quatre binômes de bénévoles qui reçoivent les personnes. C'est des grandes salles, anciennement des salles de classe, qui peuvent accueillir jusqu'à 40 personnes. Donc, je veux dire, la confidentialité est assurée là, voilà, au niveau de l'accueil des personnes. Bonjour à tous, je suis Bolini Het, je suis assistante de service social en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. J'ai rejoint l'association Aprémis il y a un peu plus de 10 ans maintenant et j'interviens principalement en zone rurale depuis un peu plus de 5 ans sur le territoire de l'Est du département de la Somme. Bonjour, je m'appelle Lairège Nafissa. Je suis actuellement en cours de demande d'asile, maman de deux enfants. Et aussi, je suis en même temps déléguée au CRPA, le Conseil des personnes, le Conseil régional des personnes accompagnées ou accueillies au sein des associations qui ont été accompagnées ou accueillies. Je suis là pour apporter la parole de ces personnes, des demandeurs d'asile, des personnes en précarité. Voilà. Je serai là pour répondre à toutes vos questions, apporter mon expérience si je peux. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Erika Gourdin. Je suis éducatrice spécialisée de formation et j'interviens au sein de l'association Aprémis depuis bientôt 4 ans maintenant au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile. J'interviens uniquement sur le territoire de Abbeville en binôme avec un collègue ici présent également, Monsieur Da Silva. Euh, Après, est-ce que du coup, je peux peut-être commencer à parler des missions? Du coup, en fait, nous, on intervient sur le territoire sur 3 secteurs. Je laisserai Boligny vous en parler un petit peu après, mais et on a des missions qui sont définies par un arrêté. Donc, dans le travail en CADA, on a vraiment tendance à, obligatoirement, à s'appuyer sur des textes législatifs. Et là, en l'occurrence, le cahier des charges des CADA, qui est un arrêté, définit nos missions. Donc, il y a 5 missions principales. La première, bah, c'est l'accueil et l'hébergement des personnes en demande d'asile, dont la domiciliation, donc ces personnes qui sont hébergées, orientées par l'OFII, en fait. Elles signent des conditions matérielles d'accueil, donc nous, on est les hébergeurs. Ensuite, l'objectif, c'est d'accompagner de manière administrative et juridique, en lien avec la demande d'asile, l'ensemble des personnes qu'on accueille.
On propose également un accompagnement sanitaire et social avec permettre aux personnes d'accéder aux soins, d'accéder à l'éducation pour les enfants, d'accéder à l'ensemble des droits, en fait, permettre ça. Ensuite, l'objectif aussi très important en CADA, c'est de développer le partenariat, puisque voilà, on travaille avec des partenaires sur tous les territoires, que ce soit à l'accueil, que ce soit pendant la demande d'asile ou à la sortie des demandeurs. Et puis, une mission aussi très importante, c'est l'accompagnement à la sortie, puisque les personnes sont hébergées en CADA du début de la procédure, enfin, à partir du moment où, en tout cas, elles sont orientées vers les CADA, et jusqu'à la fin de leur demande. Donc, à partir du moment où elles ont une réponse, qu'elle soit positive ou négative, définitive à leur demande, elles doivent quitter le CADA. Et donc, nous, on est là aussi pour les accompagner à la sortie. Et donc, bon, là, on en parlera tout à l'heure un petit peu des questions éthiques par rapport à ça. Mais puisque voilà, on peut être un peu parfois en difficulté par rapport à la sortie. Parfois, ça se passe très bien, mais voilà. Juste pour compléter les propos d'Erika, donc en fait, pour développer un peu plus, on est un CADA qui est principalement situé dans le département de la Somme. On bénéficie d'un agrément de 150 places, donc sur les territoires d'Amiens, de Montdidier, de Roye et d'Abbeville. Et donc, le CADA de l'association Aprémis a été créé en 2002, donc un peu plus de 20 ans maintenant. Donc, on fait principalement de l'hébergement en diffus. Ça veut dire que voilà, on loue auprès des bailleurs sociaux ou auprès de partenaires particuliers privés et qu'on met à disposition des logements pour les personnes qu'on accompagne. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire. Hein. On a des travailleurs sociaux, de formation, éducateurs spécialisés, assistantes de services sociaux, psychologues et juristes depuis quelques jours. Voilà, on intervient sur ces territoires-là avec des références uniques ou bien en co-référence selon les difficultés que peuvent rencontrer les familles. Donc, je n'ai pas explicité un peu plus, mais voilà, le travail en partenariat, c'est vraiment un atout majeur hein, dans nos interventions aujourd'hui. Donc, on ne peut pas faire sans. Aujourd'hui, on travaille avec le tissu associatif, les associations militantes, mais avec d'autres partenaires comme les collectivités locales, etc. Clara Pinheiro, moi je suis éducatrice spécialisée de formation et coordinatrice sur un établissement de protection de l'enfance à Coalia qui accueille du coup des mineurs non accompagnés. J'y travaille depuis 6 ans maintenant. On a 50 places d'accueil, 46 places pérennes et 4 places d'urgence, donc de mise à l'abri, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Et on est toute une équipe de travailleurs sociaux, mais aussi une infirmière, une psychologue, des maîtres et maîtresses de maison, des surveillants de nuit, pour accompagner ces 50 adolescents et adolescentes sur Amiens, au sein d'appartements en diffus. Donc, les places sont disséminées un petit peu partout dans le centre-ville d'Amiens, dans des logements en cohabitation. Et donc, je suis venue aujourd'hui avec Chloé Lemaire. Bonjour, c'est moi. Tu as bien parlé, Clara. Je peux peut-être rajouter qu'on propose un accompagnement global aux mineurs qu'on accueille, c'est-à-dire qu'on les accompagne rapport à la reconstitution de leur état civil, la régulation de leur présence en France au moment de la majorité, rapport à leur prise en soins, rapport à leur santé du coup. On travaille avec eux tout ce qui est ouverture de droits, budget, scolarité, je l'ai oublié, mais c'est un point important. On les accompagne aussi dans les relations qu'ils entretiennent avec l'aide sociale à l'enfance parce que c'est des mineurs qui sont confiés. Je vais repasser la parole maintenant à la CIMAD pour que vous puissiez peut-être rentrer un peu plus en détail sur voilà, votre action auprès des exilés que vous accompagnez, comment ça se passe, quelles sont les difficultés rencontrées par cette population et comment vous intervenez auprès d'elle. Pour planter un peu le décor, on m'a demandé de parler de nos missions spécifiques et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de vous lire les buts et les moyens d'action de la CIMAD dans ses statuts. À l'article 1, la CIMAD a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées,
Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Elle lutte contre toute forme de discrimination et en particulier contre la xénophobie et le racisme. La CIMAD inscrit son engagement dans la perspective d'un monde plus humain et plus juste et adapte constamment ses actions nationales et internationales aux enjeux de l'époque. La CIMAD rassemble des femmes, des hommes d'horizons nationaux, religieux, politiques et philosophiques divers qui partagent ses buts et ses valeurs. Actrice de la société civile, elle collabore avec de nombreux organismes et partenaires de différentes origines, laïques et confessionnelles. La CIMAD met en œuvre tous les moyens propres à atteindre ses buts, y compris par des actions de témoignage, d'éducation ou de formation, et au besoin par voie judiciaire, comme la constitution de partie civile. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça nous permet de situer un peu l'action, et ce qui vient d'être dit, c'est assez important, c'est que la CIMAD, elle a effectivement une aide directe auprès des exilés à travers les permanences que vous menez, le conseil juridique, mais il y a aussi une action un peu de ce qu'on entend à travers les statuts, de plaidoyer, enfin de défense, parfois même de mobilisation, voilà, qui est portée par cette association à l'échelle nationale également. Est-ce que peut-être Bolini, tu peux aussi, vous pouvez au niveau de la prémisse nous présenter voilà, la manière dont vous intervenez, comment vous pensez l'accueil aussi des populations de cette population dans vos établissements et quels sont les enjeux, les questions auxquelles vous êtes confrontés? Je peux notamment répondre à la première question sur la notion d'accueil, à comment elle est pensée en CADA. Je laisserai peut-être ma collègue Erika développer un peu plus sur les tensions éthiques et puis je rajouterai au fur et à mesure. Mais la notion d'accueil en CADA, elle est primordiale dès l'arrivée de la personne et même bien avant l'arrivée de la personne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, on anticipe de manière générale l'arrivée de ces personnes au sein de notre structure. On anticipe notamment en prenant déjà contact avec les partenaires, donc les premiers intermédiaires, parce qu'on ne prend pas contact avec le demandeur d'asile en direct, mais avec les structures telles que l'ASPADA ou bien le 115, quand ces personnes sont dépourvues d'hébergement, ou bien d'autres associations hébergeurs. En premier temps, on va également vérifier l'adéquation entre l'offre de l'hébergement et la demande. Est-ce que l'hébergement qu'on propose va convenir à la personne ou à la famille? On essaie d'organiser quand même un accueil coordonné avec pour but de ne pas accroître la précarité des personnes qu'on va accueillir. Il faut savoir qu'un demandeur d'asile en France, quand il arrive, il est complètement démuni. Alors, il va avoir affaire à plusieurs structures avant notre entrée en CADA. Parfois, ils auront cette chance d'entrer en CADA, parfois, ils n'auront pas cette chance non plus. Donc, tu parlais tout à l'heure des vulnérabilités, ces vulnérabilités qu'on rencontre déjà bien avant l'entrée en CADA. Donc, la vulnérabilité, je ne vais pas la définir maintenant parce que là, aujourd'hui, moi, je donnerais plus un sens subjectif. C'est quoi une personne vulnérable? Est-ce que c'est une femme seule? Est-ce que c'est une personne isolée? Homme? Est-ce que c'est une famille? Voilà. Aujourd'hui, pour moi, une personne vulnérable, c'est une personne qui ne peut pas, du coup, pourvoir à ses besoins primaires, ça veut dire l'absence d'un toit, l'absence de nourriture ou autre. Et aujourd'hui, voilà, on est quand même assez vigilant sur le public qu'on accueille, puisqu'on accueille des personnes de plus en plus démunies. Lorsqu'elles arrivent, elles n'ont pas non plus d'allocation aux demandeurs d'asile, parce qu'il faut attendre que leur dossier à l'OFPRA soit enregistré. Tout à l'heure, tu disais, voilà, il y a des délais. Il faut savoir que lorsqu'elles entrent en CADA, parfois, le dossier de demande d'asile est déjà déposé, parfois non. Donc, on a 21 jours pour accompagner les familles dans le dépôt de la demande d'asile. Voilà. Et on évite également qu'elles soient complètement dépendantes aussi de la structure et des travailleurs sociaux. Il faut savoir qu'en premier lieu, on essaye de pouvoir permettre à ces familles déjà de pouvoir s'installer, de pouvoir savoir voilà, dans quelle situation elles s'installent, dans quelle région, parce qu'il faut savoir que comme on est sur un département de la Somme, parfois elles ne viennent pas directement dans la Somme, elles transitent par d'autres régions de la France. On est assez vigilant aussi déjà sur aussi les enfants quand on les accueille aussi. On a aussi des priorités. Permettre aux enfants d'être scolarisés au plus vite, même si on sait que
même si c'est une priorité de l'État aujourd'hui, c'est très compliqué. On n'a pas, par exemple, moi je parle pour moi, en zone rurale, on n'a pas forcément des dispositifs spécifiques pour pouvoir scolariser les enfants allophones, comme on retrouve ici sur le territoire amiénois. En zone rurale, on n'a pas de dispositifs tels que les UPE2A. Et voilà, on essaye aussi de pouvoir permettre à la personne, lorsqu'elle arrive, de pouvoir rencontrer d'autres personnes qu'on accompagne ici dans notre structure, parce qu'elles sont souvent très, très isolées. Et la première chose dont elles recherchent, c'est au moins d'avoir aussi, je ne sais pas, d'autres familles en demande d'asile, où on pourrait proposer aussi de la pérédance aujourd'hui. Voilà, je pense que je peux aussi laisser la parole à Erika si tu veux développer un peu. J'aimerais parler du fait d'accompagner des personnes à s'installer, alors même que s'intégrer, en fait, avant même de savoir si la personne va obtenir une protection internationale. C'est-à-dire que des personnes, on ne sait pas si elles vont l'obtenir. Donc peut-être qu'il y a un rejet, et finalement, on doit de toute façon, c'est aussi nos missions, hein, les accompagner à s'intégrer, donc les inscrire sur le territoire, etc. Et donc, il y a quand même beaucoup de précautions à prendre sur la manière dont, je sais pas si on entend bien, sur la manière dont on intervient, parce qu'il faut trouver une juste posture, en fait, hein, accompagner sans créer de fausses attentes, éviter de décourager aussi, de fragiliser encore plus les parcours. On le disait tout à l'heure, quand on accompagne un récit, les personnes pour certaines, ont vécu des traumatismes. Et avoir 21 jours pour parler d'un récit, parler du parcours d'une personne, c'est quand même un délai très court. Il faut avoir en tête que l'OFPRA nous permet quand même de faire des récits complémentaires. C'est-à-dire que les 21 premiers jours, on peut imaginer faire un récit assez court et le retravailler plus tard lors de l'accompagnement de la demande d'asile. Voilà, après, je pense que à tout moment, on parle aussi, je vous parlais tout à l'heure de notre mission d'accompagner à la sortie. C'est important de préparer les personnes à ça dès le début. Et on le fait tout de suite, en fait. Parce que parfois, on a des personnes qui, une fois arrivées à la fin, n'ont pas de solution. Et donc, c'est là aussi que je voudrais en venir. C'est que quand on accompagne des déboutés, malheureusement, les conditions d'hébergement d'urgence ne permettent pas toujours d'accueillir ces personnes-là. Donc, on a parfois en hébergement d'urgence des personnes qui sont en demande d'asile et en CADA des personnes qui sont déboutées de la demande d'asile. Donc, vous voyez, c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que les personnes qui sont en demande d'asile pourraient être en CADA, tandis qu'en CADA, on a des personnes déboutées qui pourraient peut-être prétendre à l'hébergement d'urgence. Et ça, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu dans le travail. Après, voilà, on travaille avec et il y a des choses qui se mettent en place, hein, mais voilà. Sur la situation des personnes qui sont déboutées de la demande d'asile. Donc, il faut savoir qu'avec le contexte des politiques actuelles, hein, sur la situation de crise majeure de l'immigration, aujourd'hui, on essaie de rendre invisible la population, hein, qui est déboutée de la demande d'asile. Donc, déboutée, c'est une personne qui a obtenu une réponse négative à sa demande d'asile. Et juste pour revoir un peu, peut-être pour préciser, parce qu'on utilise beaucoup à tort le terme réfugié. Enfin, voilà, dans les médias et nous, comment on l'entend, nous, au sens juridique. Parce qu'une personne réfugiée au sens des médias, c'est une personne qui a fui son pays. Donc, par tout moyen, voie aérienne, voie maritime, par voie terrestre. Aujourd'hui, au sens juridique, une personne qui est reconnue et qui a obtenu le statut de réfugié, hein, d'après la Convention de Genève, c'est une personne qui a obtenu la protection de la France. À partir du moment où elle obtient la protection de la France, elle n'est plus autorisée à se rapprocher des autorités de son pays d'origine. Donc, ces personnes déboutées aujourd'hui, en fait, après un accompagnement social, hein, qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, hein, on n'a pas de délai au niveau de la procédure d'asile, hein. Donc, aujourd'hui, voilà, ces personnes-là, lorsqu'elles sont déboutées, on a très, très peu de moyens pour pouvoir leur proposer les dispositifs d'insertion ou les dispositifs de droit commun. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un champ qui est vraiment en tension. Et Frédéric, tu parlais tout à l'heure du triage qui s'effectuait au préalable un peu avant l'entrée en CADA. Aujourd'hui, il s'effectue aussi après la sortie en CADA. Il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, il faut savoir qu'on est, nous les CADA, on est des opérateurs de l'État, hein. Malheureusement, on a aussi des injonctions de par nos financeurs, hein, sur les entrées et les sorties de nos structures. Et aujourd'hui, accompagner les personnes dans la sortie, c'est de plus en plus compliqué, hein, avec la fragilité de leur parcours, avec les difficultés qu'elles rencontrent actuellement.
il faut savoir qu'au niveau du 115, tu parlais des chiffres, mais je pense qu'ils se sont arrêtés en 2022. Aujourd'hui, l'État ne finance plus de nuitées d'hôtel, ce qui fait que les familles se retrouvent souvent, pour la plupart, à la rue. S'opère aujourd'hui un triage, hein, parmi parmi ce public vulnérable, c'est que voilà, qui pourrait prétendre à un hébergement d'urgence et qui ne peut pas le prétendre. Donc, en fait, leur parcours, il est ponctué, hormis, je ne parle pas du parcours d'exil, hein, qui prend plusieurs années parfois pour arriver en France, mais lorsqu'ils arrivent en France, il est de nouveau ponctué par voilà, des possibilités d'entrée ou pas en CADA et des possibilités de sortie ou pas en hébergement lorsque la demande d'asile est terminée. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose où on se re-questionne aussi sur nos pratiques, comment on accompagne justement ces personnes qui n'ont pas accès au dispositif de droit commun, sachant que nous, le travail social, il s'opère généralement voilà, vers tout ce public vulnérable. Comment permettre à chaque personne de pouvoir permettre l'accès à ses droits. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être avant de repasser la parole à la fois à Coalia et à la CIMAD, j'aimerais, si vous voulez bien, Madame Laretch, que vous puissiez réagir et peut-être nous partager votre propre expérience à vous. Enfin, voilà, du coup, de la question de la demande d'asile, de ce qui vient d'être dit. Comment c'est vécu par les personnes qui sont accompagnées par ces structures? Soit pour vous-même, soit pour les personnes que vous représentez, que vous connaissez, comme vous voulez. De toute façon, vous devez savoir, au début, quand on vient en France, on est forcément dans la rue, avec des enfants ou seul, ou enfin, on est sûrement dans la rue. On passe la nuit dans la rue avec des enfants, c'est compliqué. Moi, j'avais un enfant en bas âge et une fille, enfin, on veut dire à l'âge d'adolescence, donc c'est très dur. C'est compliqué pour nous. C'était très, très compliqué. On était perdus. On ne savait pas où aller. On ne savait pas comment faire. Euh, Là, on partait, on nous renvoyait de l'autre côté pour aller chercher d'autres papiers, pour aller s'inscrire par-ci, pour chercher, pour avoir une adresse là où on peut avoir un autre courrier. C'est vraiment tout un cercle dans lequel on tournait. Et je me rappelle que cette période-là, il y avait la canicule, il faisait chaud. Je me rappelle qu'on partait, on allait aux centres commerciaux pour avoir un peu de fraîcheur, pour que mon enfant n'ait pas trop chaud, ne tombe pas malade. C'était très, très, très compliqué pour nous. Au point où mon enfant, quand il voyait un centre commercial, il piquait des crises, il pleurait et il ne voulait pas entrer. Il en avait marre d'être tous les jours. Le matin, on allait au centre commercial, on tournait, on regardait les vitrines, les gens partaient acheter, les enfants qui jouaient, qui ne savaient pas pourquoi nous, on était là. On était là, on n'était pas là pour faire des courses ou pour acheter ou pour faire plaisir à nos enfants. On était là pour avoir juste un peu de fraîcheur. Vous voyez, c'était ça, c'est un petit exemple parmi tant d'autres exemples. Et encore, moi, j'estime que j'avais de la chance parce que enfin, on a déposé notre demande et on a réussi à avoir un logement après 3 mois dans la rue, voire presque 4 mois. Et la joie qu'on a eue quand on a reçu l'appel de l'assistante pour nous annoncer qu'ils nous ont trouvé un logement qui était loin de là où on était, de 8 heures, voire 9 heures par train. Donc, on a dû aussi se déplacer du sud au nord, là où on ne connaissait rien, on ne connaissait personne. On était dans l'inconnu absolu. Voilà. J'ai été bien accueillie par le CADA, par la prémisse. Le CADA, on était très heureux d'avoir ce logement et on estime encore avoir beaucoup de chance d'avoir un toit. C'est déjà
une chose très, très importante que vous devez savoir, qu'une fois que vous avez un toit sur vos têtes et que vous avez de quoi vous nourrir, c'est déjà une grande chance. Après, scolarité et puis le reste, si je peux, un petit peu, bien que ma fille, elle a passé le test de niveau et que la dame qui lui a fait passer le test, elle a dit qu'elle était excellente. Elle a eu 18 sur 20 au niveau de français et puis elle a eu des bonnes notes en maths. Je me rappelle plus, c'est 23 sur combien? Sur 30. Elle a été inscrite tout de suite à l'école, ça, je m'en plains pas, mais elle était toujours vue étant une étrangère. Elle a dû se battre pour avoir sa place en classe. Elle a dû s'imposer par son niveau et expliquer qu'elle était aussi intelligente que les autres personnes pour avoir le mérite et euh, le respect de ses copines. Vous comprenez? Elle n'avait pas de copine au début. C'est vers la fin de l'année qu'ils ont vu qu'elle méritait d'être leur copine. Mais elle a réussi de s'intégrer et elle fait partie des 10 premières de son collège. Et j'en suis très fière. Merci beaucoup pour votre témoignage. Juste avant de passer la parole aux collègues, alors, c'est intéressant quand même ce que vous avez posé, Madame Larèche, parce que ça illustre des choses qui ont été dites jusqu'à présent. Enfin, à travers votre récit, on voit la question de l'accueil est prégnante et elle est compliquée pour les primo-arrivants qui bien souvent se retrouvent à la rue, y compris lorsque ce sont des familles. Donc, avec toutes les difficultés que vous avez posées, la question du DNA et de l'orientation qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une ville qui n'est pas celle que vous aviez envisagée, toutes les questions que ça peut soulever. Et puis aussi, je trouve que votre récit déconstruit pas mal de choses parce que quand vous témoignez de la scolarité de votre fille, on voit à quel point la question de l'éducation, bah, voilà, elle est investie et on sait qu'il y a beaucoup d'enfants d'exilés qui réussissent très bien à l'école. Voilà, malgré les difficultés que vous posez par ailleurs, c'est-à-dire des difficultés d'intégration, de prendre sa place dans un collectif qu'on ne connaît pas. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on passe la parole à la salle, c'est ça, pour des Alors, questions? s'il y avait des questions, en même temps, il ne faut pas hésiter aussi à lever la main et à nous interpeller. Après, là, il y avait une question alors qui était plus à destination de la CIMAD sur le webinaire. Donc, avant qu'on avance trop, je pense que c'est bien aussi qu'on réponde aux questions. Alors, alors, pour la CIMAD, combien recevez-vous de personnes sur vos permanences? Moi, j'avais préparé un petit texte justement sur notre fonctionnement. Je voulais dire aussi, puisqu'il y a un webinaire avec Loise et Hélène, qu'il y a la présence de groupes CIMAD à Soissons et à Clermont-de-Loise. Donc, pour les joindre, ce n'est pas la peine de nous joindre, nous, si ça arrive hein, souvent, on reçoit des demandes des autres départements parce que les gens ne trouvent pas. Il faut aller sur le site de la CIMAD, chercher quel est le groupe local dans le département où vous vous trouvez. En tout cas, les travailleurs sociaux, c'est vraiment indiqué parce que vous serez renvoyé, on ne peut pas gérer tout. Et souvent, c'est par téléphone. En tout cas, nous, depuis la crise du Covid, on a dû avoir des pratiques assez différentes. Il fut un temps que Frédéric a connu où on prenait tous les gens comme ça, sans rendez-vous. Et puis, on s'est retrouvés peu de temps avant le Covid. Une fois, j'ai compté, il y avait 39 personnes qui attendaient quand on est arrivé à notre permanence. Et c'était vraiment plus possible. Donc, après le Covid, et puis bon, la mairie d'Amiens nous l'a fait remarquer aussi parce que ça gênait aussi des allées-venues dans les locaux. Enfin, c'était compliqué. Donc, on reçoit les personnes tous les mardis après-midi, mais c'est sur rendez-vous, les rendez-vous qui sont pris exclusivement le lundi après-midi par une bénévole à tour de rôle. Elles sont 2 ou 3 à prendre, dont mon ami, fait l'accueil téléphonique tous les lundis après-midi. Le volume d'activité, en gros, c'est 700 rendez-vous donnés sur un an. C'est autant
Enfin, je veux dire, c'est un minima, hein, ce que je vous dis. C'est autant par téléphone et autant par mail à gérer. On reçoit en moyenne entre 15 et 20 personnes par semaine. Et il y a un turnover énorme. Ça représente pas loin de 400 dossiers nouveaux chaque année. Voilà. Par rapport à ça, il y a aussi un groupe de la CIMAD d'Amiens qui est présent, un groupe de 4 personnes, dont une psychiatre, un traducteur en arabe, qui est aussi juriste, un ancien SPIP, et puis le quatrième, je ne sais plus. Et ils assurent une 50aine d'entretiens annuels. Voilà. À la maison d'arrêt d'Amiens, oui. Oui. Donc, avant chaque permanence du mardi, on étudie par Zoom pendant une heure, une bonne heure même quelquefois, toutes les situations pour lesquelles un rendez-vous a été donné en présence d'une juriste qui est basée à Lille, enfin, qui est basée dans le Nord en fait. Et donc, c'est une professionnelle de la CIMAD qui donne aussi les formations dont on a besoin et puis qui est à notre disposition tous les mardis après-midi. Quand elle n'est pas retenue par d'autres groupes, mais enfin, en général, elle nous répond. Sinon, elle nous répond par mail. Donc, quelquefois, il faut qu'on ait un petit délai pour répondre aux personnes quand les situations sont très pointues. Donc, voilà. En gros, notre pratique, c'est de faire avec et de ne pas faire pour, mais avec. Mais j'ai envie de donner une petite nuance parce que, par exemple, je vais donner un cas pratique. Il y a quelque temps, on a reçu 2 jeunes. Un avait été reconnu mineur, l'autre pas. Celui qui n'était pas reconnu mineur, il était très amoché. Est-ce que il avait mardi prochain, vous seriez la mâchoire disponible, très monsieur abîmée, Daoudi? ça se voyait sans, voilà, comme ça. Et sa priorité, c'était d'aller à l'école. Est-ce que vous voulez Je lui qu'on dis, fasse comme la oui, dernière fois où on oui, se bien voit en sûr. début d'après-midi? Mais la priorité, Ou c'est vous de se préférez le soigner et déjà 14 heures? de voir ce qui se passe dans la bouche. Et puis, il Eh n'y ben avait non, pas que la ça nous bouche, a en fait, réussi, il y hein. avait aussi les traumatismes très forts de torture et des choses comme ça à voir. Merci, je vais repasser la parole aux collègues de Coalia pour que vous puissiez peut-être nous parler des spécificités de prise en charge Tout à au fait. niveau des Alors, MNA, éventuellement les questions éthiques, pratiques que vous vous posez. Oui, alors moi j'aimerais bien arrêter sur un sujet qui revient régulièrement, que d'accord. j'avais déjà évoqué ce matin et qu'on entend à travers les témoignages et les expériences et qui résonne aussi beaucoup dans l'accueil des mineurs non accompagnés chez nous. C'est dans cette question d'accueil, l'épreuve à laquelle est confrontée les personnes, de devoir convaincre, apporter des preuves soit de leur récit, soit concernant les mineurs non accompagnés, de leur minorité et de leur isolement. C'est à cette condition-là qu'ils peuvent être accueillis et accompagnés dans une structure comme la nôtre. Pour vous illustrer un petit peu, un jeune qui arrive, un adolescent qui se présente sur le territoire et qui va demander la protection de l'enfance, va devoir d'abord pousser la porte soit du conseil départemental pour une primo-évaluation, soit pousser la porte d'un commissariat, ce qui est peu engageant quand on arrive et qu'on est déjà qu'on porte déjà des craintes pour soi et potentiellement par le contrôle de police, etc. Et donc, va suivre une procédure qu'on appelle l'évaluation minorité-isolement, qui se conduit sur plusieurs jours, d'où les places en fait, d'urgence de mise à l'abri que les structures comme la nôtre ont. Donc, on a 4 places sur lesquelles ces jeunes-là sont accueillis et ils vont pouvoir, durant ces quelques jours, être accompagnés à un entretien d'évaluation qui dure parfois plusieurs heures,
durant lequel, en fait, ils vont devoir expliquer, malgré leur vulnérabilité, leur traumatisme, les conditions sanitaires dans lesquelles ils arrivent, etc., qu'ils sont bien mineurs, bien isolés, et qu'en gros, ils ont leur place dans les structures de protection de l'enfance. Ça se conduit aussi en parallèle avec une vérification en préfecture, une vérification documentaire, d'empreintes, etc. Donc, on est sur des procédures très strictes pour pouvoir intégrer des structures comme la nôtre. Donc, l'accueil, il est quand même conditionné à, 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 à tout ce processus qui peut parfois être assez violent pour des jeunes, sans compter voilà, tout ce qu'on a déjà expliqué, la barrière de la langue, etc. Concernant après l'accueil plus humain qu'on essaye de proposer sur le SAMNA, on a différentes formes de modalités d'hébergement, d'accueil, etc., que Chloé va pouvoir vous évoquer plus finement. Ouais, avant de vous parler de ce que je dois vous parler, je voulais préciser une chose, parce que j'ai peur qu'il y ait une confusion. Les mineurs non accompagnés qu'on accompagne, Clara et moi, au SAMNA, ne sont pas tous demandeurs d'asile. Alors, les demandeurs d'asile ainsi que les mineurs non accompagnés ont un parcours migratoire, mais pour autant, la protection, elle ne se situe pas tout à fait au même endroit. Les mineurs non accompagnés, ils sont protégés parce qu'ils sont mineurs, étrangers et seuls en France. Certains sont demandeurs d'asile, mais pas tous. C'est juste cette petite clarification. Ensuite, au SAMNA, évidemment, on a réfléchi l'accueil au moment de l'arrivée et de l'admission. On l'a réfléchi en 3 temps. D'abord, un jeune qui arrive est hébergé sur place de mise à l'abri, dont Clara vous a parlé. Le temps de leurs 2 évaluations de minorité. Une fois que le juge a dit « Ok, c'est bon, ils sont mineurs, ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance », puis accueillis chez Coalia, chez nous, et accompagnés. On a créé un espèce de SAS dans 2 logements diffus. Donc un SAS qui comprend 10 places. Donc dans ces 2 maisons, on accueille des jeunes qui viennent d'arriver. C'est un petit peu le temps du diagnostic social et aussi on leur propose un accompagnement plus soutenu, une présence plus soutenue des éducateurs que ça ne va être le cas par la suite. Le but, c'est de les accompagner à l'autonomie de façon renforcée pour tout ce qui concerne le fait d'habiter une maison, le fait de connaître son environnement et de savoir se déplacer, de se soigner, de se préparer à manger, de se faire une vêture, etc., etc. Une fois qu'ils ont acquis un niveau d'autonomie qu'on juge suffisant, ils déménagent et sont accueillis sur d'autres logements. Et là, à ce moment-là, la présence éducative se veut soutenue, mais moins quand même, à raison d'une fois par semaine, alors que auparavant, c'était quotidien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vas-y. Il y a aussi, comme on l'a déjà évoqué, une part très importante du besoin sanitaire à l'accueil. C'est pourquoi sur le SAMNA, nous, on a la chance d'avoir une infirmière dans notre équipe et qu'on y tient parce qu'elle a un énorme rôle dans l'accompagnement des jeunes qu'on accueille. Il faut savoir que déjà, le parcours migratoire a une incidence avérée sur les conditions de santé des jeunes qui arrivent, soit par manque de nourriture, de soins, soit suite à des blessures. On évoque voilà, des phénomènes de torture, etc. Donc, on est sur on accueille des jeunes qui sont parfois brisés physiquement, psychologiquement. Donc, il y a une énorme part de prise en soin sur ces besoins vitaux à l'accueil.
Et par la suite, ça permet aussi pour des jeunes qui ne connaissent pas le fonctionnement euh, de, de la sécurité sociale et du fonctionnement du parcours de soins en France, de pouvoir faire aussi un peu de pédagogie et de prévention pour éviter ce qui peut conduire après à des situations de rupture, des situations de marginalisation également au regard du soin et qui peuvent coûter cher à ces personnes-là puisqu'elles vont voir leur situation de santé se dégrader une fois sorties des systèmes de protection de l'enfance, etc. Parce que tout a une fin. Euh, et qui se retrouvent face à un système de santé qu'elles ne comprennent pas ou auquel c'est compliqué de pouvoir accéder et qui coûte cher aussi parce que c'est des personnes qui, comme leur santé va se dégrader, vont nécessiter des soins plus importants une fois que on sera face à une situation sanitaire d'urgence. Donc, pour ce qui est des questionnements voilà, qui peuvent nous tendre, il y a aussi le débat qui est récemment revenu sur le fait de restreindre ou pas les droits à l'AME, etc. Et ça, c'est vraiment des discours très inquiétants parce que ça peut conduire à des situations de crise sanitaire. Quand on connaît déjà les conditions de l'hôpital aujourd'hui, euh, fermer la porte à des gens qui présentent euh, autant de problématiques et qui peuvent en plus se dégrader, c'est aller droit dans le mur. Voilà. Bien, merci beaucoup à tous et à toutes. À travers ce premier temps d'échange de la table ronde, on voit quand même arriver des lignes un peu de tension, en fait, hein, des pratiques autour des catégorisations notamment. Enfin, voilà, ça a été dit, et des enjeux de reconnaissance à la fois du côté des MNA, du côté de la demande d'asile. Bah aussi, qu'est-ce qu'il advient après, voilà, quand les personnes sont déboutées. Enfin, là, on entre dans un peu dans voilà, ces deux difficultés qui arrivent. Et du coup, pour les travailleurs sociaux, il faut à la fois penser la question des enjeux de reconnaissance, d'inscription dans le droit, de maximiser les chances pour les exilés d'obtenir un statut. Et en même temps, malheureusement, il faut prévenir ce qui va devenir si on n'y parvient pas. Et c'est un peu ce que vous êtes, ce que vous décrivez en filigrane. Alors moi, la question que j'ai envie de poser maintenant, ouais, et voilà, du coup, je passerai la parole à la CIMAD pour démarrer. Mais du coup, comment vous faites face à ça et quelles sont voilà, les initiatives que vous prenez? Et je vois qu'on m'interpelle, il y a peut-être des questions en webinaire. Alors, il y avait une question, en fait, je pense, pour les personnes qui travaillent en centre d'hébergement et notamment les éducateurs spécialisés. Il y avait une question, alors assez pratico-pratique, mais est-ce qu'il fallait des compétences en langue étrangère? Bah oui, pour travailler, pour être éducateur spécialisé. Mais pour travailler en CADA, par exemple, auprès de personnes. Euh, avoir des connaissances en langue étrangère, ça peut être un atout, effectivement, hein. On essaye d'avoir. On parle un peu anglais parfois, mais bon, c'est un anglais approximatif en général quand même. Donc, en fait, on fait appel régulièrement à des services d'interprétariat via des plateformes ou via des prestataires euh, libéraux, je veux dire. Donc, il n'est pas nécessaire spécifiquement d'avoir des compétences. Bon, ça peut être un atout. Bon, quelques bases d'anglais, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Ok, je vais passer la parole à la CIMAD qui voulait éventuellement réagir, hein. Je vous rappelle, là, on va rentrer dans une nouvelle phase de la table ronde où l'idée, c'est d'essayer de voir un petit peu comment vous vous arrangez de ces difficultés, quelles initiatives, comment vous essayez d'intervenir. Alors, pour préciser les missions de la CIMAD, ce matin, on a beaucoup parlé effectivement du droit d'asile. Alors, premièrement, bon, vous avez bien compris que il y a énormément de personnes déboutées et très peu de personnes qui obtiennent ce statut. Dans le droit d'asile, il y a plusieurs statuts aussi. Et après, il y a tous les autres. Alors, les déboutés, effectivement, de l'asile et des gens qui n'ont pas forcément demandé l'asile. Et dans le dispositif, il y a beaucoup de titres, enfin, il y a un certain nombre de titres de séjour auxquels ils peuvent prétendre. Bon, c'est de plus en plus complexe.
au niveau des politiques, puisque sur 2 ans, là, on a eu 2 nouvelles circulaires, la loi Darmanin et la circulaire Retailleau, qui complexifient encore l'accès au séjour. Et pour les déboutés d'asile et pour les autres aussi, pour les demandeurs de titres de séjour, il faut savoir que bon, ça existait avant, ce qu'on appelle l'OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français. Actuellement, les demandeurs d'asile déboutés quasiment systématiquement ont une OQTF, donc ce qui implique beaucoup de choses très complexes et très difficiles pour eux. Et de plus en plus aussi, les gens qui sollicitent des titres de séjour, les conditions se durcissent. La dernière circulaire a remis en cause les conditions d'admission exceptionnelle au séjour et a supprimé ce qu'on appelait la circulaire Valls, qui permettait de régulariser plus facilement des personnes en dehors du travail, etc. Par exemple, des personnes qui avaient 5 ans de présence en France et des enfants scolarisés depuis au moins 3 ans pouvaient être régularisés, mais tout ça, ça s'est toujours fait à la discrétion des préfets. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi et que c'est les préfets, chaque préfet décide ou non d'attribuer un titre. La circulaire Retailleau, là, qui vient de sortir, accentue encore les difficultés, puisque maintenant il faut 7 ans de présence en France pour l'admission exceptionnelle au séjour, sauf pour les gens qui effectivement ont déjà travaillé dans ce qu'on appelle les métiers en tension. Les métiers en tension, c'est un dispositif national, mais aussi régional. Et donc, dans notre région, on attend, ça va sortir, mais on ne l'a pas encore, la nouvelle liste des métiers en tension. On sait qu'il y a beaucoup de gens en exil, de migrants, etc., qui travaillent par exemple en restauration. Il faut savoir que la restauration n'est pas inscrite dans les métiers en tension, ni les services à la personne, parce que parmi les femmes migrantes, il y a beaucoup de femmes qui travaillent auprès des personnes âgées, dans les EHPAD ou ailleurs. Et donc, beaucoup de ces personnes ne pourront pas être régularisées avec la nouvelle circulaire Retailleau. Et aux demandes de titres de séjour, maintenant, alors je ne dirais pas quasiment, et très très souvent, elles sont assorties aussi d'une obligation de quitter le territoire français. L'obligation de quitter le territoire français, ça veut dire que normalement, vous êtes en situation de repartir dans votre pays d'origine. Vous pouvez être mise en centre de rétention. Dans la réalité, il faut savoir qu'en France, il n'y a que 10% des OQTF qui sont exécutés. Donc, en fait, c'est très peu, en sachant que la France est le pays d'Europe qui délivre le plus d'OQTF actuellement. Donc, il y a déjà un grand paradoxe sur cette question. Et quand une personne qui a été déboutée du droit d'asile ou à qui on refuse un titre, l'obligation de quitter le territoire français maintenant est exécutable pendant 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, cette personne ne peut pas solliciter, ne peut rien solliciter, à part d'avoir un élément nouveau à présenter à la préfecture. Et donc dans ce cas-là, il faut en amont demander l'abrogation de l'OQTF. Donc, c'est des actions juridiques, des recours aux avocats, etc. Enfin, c'est un travail juridique très complexe et très long pour les personnes qui sont dans ces situations. Je voulais juste ajouter que concernant les déboutés, on a connu il n'y a pas si longtemps, enfin je veux dire avant Darmanin quand même, une période où on disait c'est les ni régularisables, ni expulsables. Ce discours a complètement disparu. En fait, ces personnes qui étaient ni régularisables ni expulsables, elles n'étaient pas à la rue. Elles étaient prises en charge par les services. Elles passaient de CADA en CHRS et il y avait un moment où on arrivait à les faire régulariser. Donc voilà aussi un passé pas si loin
où les choses se passaient quand même différemment. Récemment, j'ai été invitée par la mairie d'Amiens, puisque je vous ai dit qu'on dépend quand même du pôle citoyenneté. On a des comptes à rendre, rapport d'activité, en particulier au mois de janvier, tous les ans. Et j'étais autour de la table avec d'autres intervenants du pôle citoyenneté et la défenseur des droits a parlé avant moi, mais tout à fait sur la même ligne que ce que je suis en train de vous dire. Et moi, quand j'ai pris la parole, j'ai fini par leur expliquer que j'avais l'impression que notre pays était trumpisé avant l'heure. Est-ce qu'il y a des réactions aussi dans la salle? Des remarques, des questions? Si je peux me permettre, j'ai un commentaire sur le chat du webinaire. Alors, Erika, ça vous est destiné. Donc, je vais vous lire parce que c'est assez long. Donc, quelqu'un qui demande un peu votre regard sur le commentaire qu'il est en train de faire. Donc, il est intervenant social dans un HUDA et il rejoint le constat, la difficulté de gérer des sorties dans le cas où la personne est déboutée. Paradoxalement, l'attente sur les personnes pèse, mais elle permet à certaines de se reconstruire, un temps pour le soin, un temps pour les liens et un temps pour revivre. Maintenant, les délais d'instruction de demande d'asile ne font que se réduire. Cela pourrait être une bonne chose pour certaines personnes, mais pour un grand nombre non, surtout si la personne est fragile, vulnérable et devient déboutée du droit d'asile. Personnellement, je mets l'accent sur le bénévolat à l'apprentissage du français et l'accès aux soins, entre parenthèses, à santé mentale. Je constate qu'on accueille de plus en plus de personnes fragiles en raison des éléments évoqués lors de la première intervention. Et cette personne travaille depuis 8-9 ans dans le champ de l'asile. Donc, alors, il vous demande à vous, Erika, mais je pense que n'importe qui peut apporter son éclairage par rapport à cette intervention. Du coup, par rapport à cette intervention, je ne suis pas sûre d'avoir saisi la question. Est-ce qu'il y a une question? Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie question. C'est plutôt un peu votre partage regard sur ce qu'il est en train de partager. Ok. Alors, du coup, peut-être par rapport au délai d'attente de la demande d'asile. Alors, effectivement, tout à l'heure, on parlait d'un délai de réponse. Normalement, l'OFPRA est censé avoir 6 mois pour donner une réponse à la demande d'asile. Au-delà de ces 6 mois-là, d'ailleurs, elle transmet même un courrier aux personnes pour leur dire désolé, mais on va prendre un petit peu plus de temps. À partir de ce moment-là, en soi, les personnes peuvent demander un titre de travail. Sincèrement, ça devient quand même assez compliqué. Il faut trouver l'employeur déjà qui va accepter de faire cette démarche avec la personne. Et du coup, je rejoins aussi cette personne qui a commenté sur le fait que le temps d'attente permet aussi aux personnes de se socialiser, etc. Nous aussi, on met l'accent sur le bénévolat et puis on comptait aussi un petit peu en parler après, mais on met en place des actions collectives, etc. pour faciliter aussi le lien entre les personnes. On a des personnes qui arrivent seules sur un territoire qu'elles ne connaissent pas, soit seules, soit accompagnées de leurs enfants ou pas. Et donc, on essaye de favoriser la pérédance en mettant en place donc, un projet, on a plusieurs projets en tout cas sur Avil et puis sur aussi les autres territoires. Mais moi, intervenant sur Avil, c'est un peu plus simple aussi de parler des projets que nous menons. Une fois par mois, pour faire concret, une fois par mois, on organise des rencontres avec un partenaire artiste. Et ces rencontres, on les mène depuis maintenant quasiment 2 ans et on s'est aperçu que les personnes qui viennent, après, on les retrouve ensemble, en fait, un peu partout. Notre travail en tant qu'éducateur, en fait, je pense quand même, c'est de faciliter ça aussi, de faciliter le lien entre les personnes qu'on accompagne et de leur permettre pendant ce temps d'attente de ne pas être dans le rien, en fait. Donc, l'accès au bénévolat, effectivement, je pense que c'est quelque chose d'important. Nous, on travaille pas mal avec les Restos du Cœur sur Abbeville et puis le Secours Populaire. On a beaucoup de personnes qui sont engagées bénévolement là-bas. Et puis, on a des personnes, paradoxalement, on dit que la demande d'asile s'accélère. À côté de ça, on a des personnes qui sont là depuis 2 ans, 3 ans, voire plus, et qui n'ont pas de réponse à leur demande d'asile. Tandis qu'il y en a d'autres, la demande, en 6 mois, elle est clôturée, en fait. Et donc, les enjeux sont vraiment différents, effectivement. Je pense qu'une personne qui est restée 2 ans, 3 ans, peut-être qu'elle s'est ancrée sur le territoire et après, c'est encore plus dur, hein, de partir et de trouver d'autres
d'autres endroits où s'intégrer, notamment quand il y a les enfants qui sont scolarisés, etc. Là, j'ai une petite fille il n'y a pas très longtemps qui disait à son papa, moi, je ne veux pas changer d'école, en fait, je m'y sens très bien. Et le père qui répond que de toute façon, à un moment donné, elle sera peut-être obligée de changer. Et c'est quand même assez violent pour des enfants d'entendre ces discours-là. Mais malheureusement, c'est aussi un peu une réalité, surtout sur des territoires comme Abbeville, où le tissu associatif est quand même conséquent. On arrive quand même à travailler avec pas mal de personnes. Mais une personne qui n'a plus d'hébergement à Abbeville euh, va être à la rue, hein, comme le disait tout à l'heure Madame Merej. Euh, dans d'autres territoires, peut-être qu'il y a des associations comme la CIMAD qui interviennent dans plusieurs départements et qui permettent à ces personnes-là d'avoir des accueils de jour. Je pense aux accueils de jour qu'il y a sur Amiens, qui n'existent pas sur Abbeville. Et je pense que ce serait intéressant aussi de pouvoir développer les accueils de jour dans d'autres territoires un peu plus ruraux pour faciliter l'intégration des personnes. Je ne sais pas si ça répond. Euh, je, je veux vous... Excusez-moi, j'ai des difficultés à m'exprimer parce que c'est ma première fois. Je veux juste vous apporter mon expérience par rapport à ce qu'a dit mon ami. Euh, Par rapport au bénévolat, parce que moi, au début, c'est vrai que je sombrais dans la dépression. Euh, je ne pouvais pas me projeter au-delà d'un mois parce qu'on ne connaissait pas quand est-ce que la décision tombe, quand est-ce qu'on pourra partir, quand est-ce qu'on pourra rester. Quand les gens programmaient pour 3 mois ou 6 mois ou pour une année à l'avance, pour moi, c'est impossible jusqu'à l'heure actuelle. Si on me dit, par exemple, le mois de juin, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais rire parce que je ne peux pas me projeter au-delà de 1 mois ou 2 mois au maximum, ni moi, ni mes enfants, ni mon époux d'ailleurs. Euh, Par contre, quand je me suis présentée pour faire du bénévolat, ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé à ça m'a aidé en moi-même à exister, à donner euh, pour pour pas recevoir, mais pour juste sentir que je peux être utile, je peux donner, même en attendant. Parce que l'attente, moi je parle de mon expérience, ça fait 2 ans et demi qu'on attend. On n'a pas le droit de travailler. On a un minimum euh, on va dire, perçoit le peu d'allocation. Euh, et c'est difficile à gérer vu qu'il y a des enfants et qu'on a besoin de subvenir à leurs besoins. Donc, pour pas rester dans le vide, dans le noir et réfléchir, réfléchir, penser, stresser, 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 le bénévolat, c'est comme une aire, enfin une porte là où on peut s'évader dans le travail qu'on donne. Et puis, quand on voit les résultats, les gens qui viennent vers nous, qui nous connaissent à travers, par exemple, la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur, et qui viennent nous solliciter pour les aider ou ne serait-ce que pour les écouter, parce qu'ils savent que nous aussi, on peut les comprendre parce on vit la même situation. Donc, ils viennent se confier. Je parle de mon expérience. J'ai beaucoup de personnes qui viennent se confier à moi alors qu'ils ne partent pas vers les assistantes et les autres personnes. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me solliciter pour les aider et tout ça, quelque part, ça me fait du bien. Je sens que je suis utile, je sens que je peux apporter le temps d'attente, au moins jusqu'au jour où j'aurai enfin une réponse. Donc, le travail du bénévolat, ça apporte beaucoup sur la santé mentale de la personne. Et du coup, c'est aussi la santé physique parce que le stress, vous ne savez pas qu'est-ce que ça peut euh, enfin, dans la santé générale, il y a le diabète qui monte, il y a
Là, je sais plus, il y a beaucoup de choses qui changent dans vos bilans quand vous le faites, quand vous êtes stressé, que vous attendez, vous avez beaucoup de soucis et que vous réfléchissez à comment sortir de cette situation et à comment épargner votre famille, vos enfants de tous les soucis qui tournent autour de votre famille. Voilà. On a encore une question ici, avant d'enchaîner. Donc, une autre personne qui est travailleur social en UDA qui demande comment faites-vous pour préparer et gérer les sorties d'hébergement quand les personnes n'ont aucune solution personnelle? Alors, je sens que la question est difficile. Euh, très peu de solutions, malheureusement, hein. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, l'État verrouille quand même pas mal l'accès aux dispositifs de droit commun, hein, sur l'hébergement généraliste. Alors, il faut savoir que le temps de séjour en CADA est strictement encadré, hein, par un contrat de séjour, hein. Les personnes sont informées, hein, dès le rejet de la demande d'asile sur les conséquences ensuite. Donc, généralement, les personnes qui sont déboutées ont 30 jours pour quitter le CADA. S'ensuit ensuite, ben voilà, le non-renouvellement de leur attestation de séjour, puisqu'ils sont autorisés à séjourner à ce titre, hein, et du coup, l'interruption des conditions matérielles d'accueil. Donc, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais un demandeur d'asile qui fait valoir un droit à l'hébergement en centre d'accueil, en fait, est du coup conditionné à l'acceptation et de l'hébergement. Si la personne refuse, en fait, elle perd aussi l'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile. Aujourd'hui, voilà, les personnes, lorsqu'elles ont la décision, parfois elles se mobilisent également. Elles se mobilisent pour essayer de trouver aussi des ressources personnelles, pour pouvoir aussi sortir du CADA au plus vite. Ça peut être aussi faire appel à la communauté, faire appel à des bénévoles. Par moment, on a aussi parfois un tissu de bénévoles, hein, qui acceptent aussi de pouvoir héberger d'anciens demandeurs d'asile. Aujourd'hui, oui, c'est quelque chose qui est très compliqué, nous, pour accompagner les familles, parce qu'en fait, on a aussi de grosses injonctions. C'est que en fait, l'État missionne les travailleurs sociaux aujourd'hui, ce qui questionne un peu parce que ce n'est pas forcément notre rôle aujourd'hui de pouvoir remettre les notifications de décision de sortie du centre, de pouvoir remettre les mises en demeure, sachant qu'après, il y a quand même une opération qui s'ouvre au niveau du tribunal, hein, puisque l'État et après peut saisir le juge administratif en vue d'un référé utile pour pouvoir procéder à l'expulsion de la personne du centre d'hébergement. Donc oui, aujourd'hui, on a très peu de moyens et voilà, on a encore recours aujourd'hui. Ben, on les accompagne dans leurs droits, donc de pouvoir aussi pouvoir contester, hein, les expulsions, c'est possible puisque c'est un droit de la personne. Donc on les informe sur leurs droits, mais c'est vrai qu'en termes de capacité, voilà, on a très peu de marge de manœuvre. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que souvent on a l'impression à la CIMAD d'être le dernier recours après que tout ait été fait par les structures dont on vient d'écouter comment elles sont en difficulté. Et c'est vrai que on a parlé de la crise de l'accueil, mais c'est vraiment on l'a vécu quand il y a eu, par exemple, les migrations importantes il y a une dizaine d'années. On a vu que la France était quand même assez timide pour accueillir par rapport à l'Allemagne. Mais ce qu'on vit en France, c'est pas une crise de l'immigration parce que, en fait, il y a moins d'immigrés actuellement qu'il n'y en a eu il y a 20 ans. On a un démographe qui est venu nous faire une conférence il y a quelques mois où il nous montrait comment dire, les graphiques où depuis 20 ans, il y avait 120 000 nouveaux étrangers par an en France. Donc, quand on nous parle de submersion et tout ça, bon, c'est du pipe. Et là, récemment, justement, parce qu'il y a eu
ce langage employé avec le mot submersion, l'INSEE a fait un travail qui montre qu'au jour d'aujourd'hui, c'est même plus 120 000, c'est 100 000 nouveaux étrangers par an. Dans ces étrangers, il y a bien sûr ceux qui ont obtenu l'asile, comptés entre 30 et 35 000. Il y a les étudiants, mais ils sont là de passage parce qu'ils viennent pour des études, ils repartiront pour la plupart. Il y a les conjoints de français, il y a tout ça. Il y a aussi les familles qu'on rapatrie pour ceux qui ont obtenu l'asile, peuvent faire venir leur famille. Donc, vous voyez, 100 000, c'est quand même pas beaucoup. Il faut savoir que quand il y a eu le problème de l'Ukraine, par rapport à d'autres pays aussi, en particulier la Pologne qui en a plusieurs millions, on en a eu environ 100 000 et au jour d'aujourd'hui, il en reste à peine 60 000 parce que finalement, on nous dit que la France attire parce qu'elle est trop bien, qu'elle donne des prestations, mais les personnes qui ne sont pas régularisées n'ont pas de prestations d'une part. Et puis, ben, les gens, vous voyez, même avec l'Ukraine qui est toujours en guerre, les gens repartent. Voilà. Je voulais quand même préciser ces choses-là. Vous avez bien compris que nous, à la CIMAD, on a la parole libre, que nous sommes des militants. Et j'ai amené des petits autocollants pour certains qui auraient envie de les prendre. Prenons le parti de l'humanité, c'est un autocollant. Il y a un rouleau qui est là. Et alors, je voulais dire aussi, puisque vous êtes pour la plupart des étudiants, on a des petits livrets téléchargeables sur le site de la CIMAD. Un des premiers, c'était lutter contre les préjugés sur les migrants. C'est super bien fait, on peut même s'en servir avec les enfants. Il y a la machine à expulser, il y a aussi la violence aux frontières, les migrations internationales. Je crois qu'on en a un pour les femmes, mais je ne le dis plus. Et puis, il y en a un qui vient de sortir concernant les violences policières. Voilà. Et puis, j'ai autre chose à vous dire, c'est que l'année dernière, j'ai fait la visite du musée de l'immigration. Si vous avez envie d'en savoir davantage, c'est un musée qui a réouvert il y a 2 ans ou 3 ans dans le 12e arrondissement de Paris, près du Périph'. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les migrations, même si Frédéric nous en a dit beaucoup ce matin. Voilà. Moi, je voulais un petit peu compléter par les travailleurs sociaux qui travaillent effectivement en CADA ou en AFDA, parce qu'effectivement, quand les personnes qu'elles accueillent sont déboutées du droit d'asile, elles prennent contact avec nous, parce qu'elles sont complètement démunies à ce moment-là, et il va falloir beaucoup de temps pour essayer d'accéder effectivement, éventuellement, à un titre de séjour. Et pendant tout ce temps-là, effectivement, ça va être un temps de précarité, enfin de difficultés de tous ordres, et en particulier aussi au niveau de l'hébergement. Je peux encore dire quelque chose, j'ai perdu le fil. Dans les moyens d'action, moi j'ai entrepris avec d'autres dans le groupe de faire des DAO, droit à l'hébergement opposable. Normalement, il n'y a aucune condition et les demandeurs, enfin les déboutés du droit d'asile peuvent avoir le droit à un DAO. Donc, ça a marché pour quelques personnes que j'avais aidées à faire ces demandes de droit au logement, à l'hébergement opposable. Pas confondre avec le DALO, où là, il y a des conditions. Merci. On s'achemine en fait tout doucement vers la fin de la matinée. Donc, je voulais quand même, avant de conclure, peut-être un petit mot de la fin quand même, voilà, si vous souhaitez. C'est vrai que ça passe toujours très vite, mais… C'est dur de conclure là. Non, ce qui est intéressant peut-être qui se dégage aussi un petit peu de toutes ces explications,
On a parlé de l'accueil, on parle aussi de cette incertitude face au projet de sortie, que ce soit en HUDA, en CADA ou au sein de notre établissement. Il y a aussi ce stress face à l'avenir, à sa sécurité financière, de logement, de santé, etc., quand les jeunes quittent l'établissement à 18 ans, puisque c'est la date convenue dans le cadre de notre accueil. Ils sont censés devoir quitter l'établissement le jour de leurs 18 ans. Donc, on a aussi cette difficulté face à cette réalité-là. Pour autant, voilà, le travail qu'on mène, il tend à pouvoir créer des conditions qui permettent aux jeunes de pouvoir sortir dans des conditions de sécurité, avec un logement, une formation, etc. Et c'est en ça qu'on travaille avec une équipe pluridisciplinaire, qu'on essaye aussi de se former très régulièrement à la question du droit d'asile, à la question de l'accès au titre de séjour, aux phénomènes qui concernent l'adolescence, la santé, etc. Et c'est en se formant très régulièrement qu'on peut aussi répondre au jour le jour aux problématiques que nos publics rencontrent. On essaye par le biais voilà, de ce qui a été dit, hein, d'ateliers collectifs, de travail sur la paire aidance, de partenariat aussi avec les partenaires locaux. Je parlais tout à l'heure et on voit ici une exposition. Je pense que la question culturelle, la question de la création, etc., peut permettre à un moment de pouvoir s'ancrer. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, cette incertitude, etc., elle ne permet pas en fait de pouvoir trouver un moment sa place, de se recentrer, de s'ancrer dans le présent et pouvoir trouver en fait par le biais de relations avec des pairs, de pouvoir se rendre utile dans ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai perdu le mot. Bon, trouver sa place à l'école, etc., ça permet de pouvoir répondre à ces questions-là et de pouvoir se reconstruire après un parcours aussi, ouais, le bénévolat, c'est ça, pouvoir se reconstruire après un parcours aussi impactant, aussi compliqué. Voilà. Mot de la fin, Chloé? Alors, avant peut-être j'ai juste une question là sur le chat qui vous est destinée. Est-ce que vous arrivez à obtenir des contrats jeunes majeurs pour les MNA? Alors oui, on a cette chance sur Amiens d'obtenir quasi systématiquement des contrats jeunes majeurs pour les jeunes qui sont accompagnés dans nos structures. Alors après, ce n'est pas le Pérou non plus. Un contrat jeune majeur, c'est 6 mois. C'est 600 € d'allocation jeune majeur. Donc 600 € pour trouver un logement, s'alimenter, payer son transport, sa connexion, ses téléphones, ses sorties, etc. Donc c'est quand même pas... Voilà. Et c'est 6 mois renouvelables jusqu'à 21 ans, mais en règle générale, c'est jusqu'à la fin du parcours scolaire entamé. Donc un jeune qui sera à 18 ans en milieu de deuxième année de CAP, on sait qu'à peu près à la fin de l'année scolaire, le contrat jeune majeur pourra potentiellement prendre fin. Ok, c'est bon. On va conclure, mais je voudrais peut-être, avant de terminer, si Madame Larrette, si vous voulez bien qu'on vous laisse le mot de la fin et que vous puissiez nous dire éventuellement, de votre point de vue, quelles seraient du coup les attentes vis-à-vis du travail social pour que les choses voilà, se passent mieux, quoi. Qu'est-ce qui vous semble important, vers quoi on pourrait essayer d'aller pour que voilà, les choses, l'accueil en fait, soit meilleur? N'essayez pas d'être, pour que l'accueil soit meilleur pour moi, essayez d'être humain. Essayez de vous mettre à la place de la personne. Essayez de vous mettre à sa place et de voir les choses de son côté.
Ça améliorera beaucoup votre travail, votre point de vue. Ça améliorera aussi votre façon de faire. C'est mieux que de suivre les documents que vous avez et les instructions qu'il y a sur les papiers. Ça n'a pas d'importance comme le contact humain avec la personne. Voilà, donc essayez de bien la regarder dans les yeux, essayez de savoir à quoi elle a le cœur sur la main, pourquoi, à quoi elle pense et c'est quoi ses priorités. La priorité de la personne accueillie, c'est les plus importants pour pouvoir toucher le point que vous voulez avoir. Je pense que c'est la meilleure façon d'avancer avec la personne que vous allez accueillir plus tard.